suis assez inquiète de me dire que, voilà, que globalement on n'arrive pas à sensibiliser à toutes ces problématiques et que bien au contraire, hein, on voit dans d'autres pays proches de nous que ce sont d'autres idées, des idées d'extrême droite qui finalement passent et que notre message n'y passe pas, quoi. Donc je suis assez inquiète de ça et donc tant qu'on n'arrivera pas à conscientiser une majorité de personnes, mais je crains que tout ce que je vous ai dit là dans mon monde idéal, je voudrais ceci, cela, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Donc je suis inquiète pour l'évolution des droits et je suis peut-être même aussi inquiète pour nos emplois dans le service, dans le secteur social, parce qu'on dépend tous ou pratiquement de subsides. Et donc finalement, notre voix qui ne porte déjà pas beaucoup, si on supprime nos emplois, elle ne portera plus du tout en fait. Bruxelles. Depuis quelques années, plusieurs réformes touchant directement à la protection sociale ont été menées. Réformes de la justice, du chômage, de la santé, qui viennent s'ajouter aux logiques d'activation et de contrôle pour lutter contre la fraude sociale. Ces changements créent de plus en plus d'exclus des droits fondamentaux et mettent en lumière un phénomène qui se fait de plus en plus ressentir, la sous-protection sociale et le non-recours aux droits sociaux. Il y a 9 mois, suite à la sollicitation du CPAS, nous nous sommes réunis autour d'un projet vidéo. L'occasion d'abord de nous retrouver plusieurs fois pour discuter autour de ces thèmes. Pour avoir moi-même postulé pour diverses formations ces derniers mois, c'est le parcours du combattant. C'est vraiment ça, c'est aussi dur que de trouver un emploi. Déjà avec mon âge, j'ai difficile à me concentrer sur l'emploi et la formation actuelle. Avoir des enfants seuls aussi, ça j'admire les mères ou les pères qui élèvent seuls leurs enfants. Il y a plein de trucs qui sont faits, mais je crois plutôt que c'est plutôt les parents qui ont un a priori à venir. Parce qu'ils se sentent peut-être amoindris en disant « on va me prendre pour un démuni », tout ce qui va avec, quoi. Ces réunions nous ont permis de réaliser 4 capsules vidéo pour alimenter les discussions des travailleurs sociaux lors d'une journée dédiée à la sous-protection sociale. Pour moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est que les gens qui aujourd'hui n'ouvrent pas leurs droits, c'est sans doute qu'ils en ont soit pas été informés, soit ne sont même pas en estime d'eux-mêmes ou en capacité de le faire, soit même ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Je veux dire, c'est assez simple, ou ne sont pas à même de se mobiliser pour faire usage de ce droit. La forme qui nous paraissait la plus à propos était celle du témoignage. Mon petit-fils a eu un très grave accident à 18 ans avec une moto. Il a gardé un handicap, il marche avec une attelle, il ne sait pas marcher sans. Son bras droit et sa main, c'est que du titane et une partie de son visage. Et donc le médecin a trouvé qu'il avait droit à la rue de la Vierge Noire. Donc elle a fait tout le nécessaire, elle a fait tout un dossier pour lui. Il a fait les examens et quand il a passé le contrôle du médecin, pour la rue de la Vierge Noire, j'ai trouvé scandaleux parce qu'on a dit « Non monsieur, vous êtes trop jeune, on ne va pas vous mettre en handicap ». Donc non seulement il perd son article 60 après un an, son chômage, ça diminue, c'est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'appart, il a quitté la Belgique et il est parti en France. La projection terminée, le groupe a eu l'occasion, micro en main, d'aller à la rencontre des travailleurs sociaux. Ah, tous les gens sont égaux, ça c'est évidemment c'est un espoir, c'est une utopie. On voit bien que dans la réalité, au niveau social, au niveau juridique, c'est pas encore arrivé malgré toutes les déclarations de droits de l'homme qui existent. Il y a différents types de migrants, avec en situation régulière de séjour,
sans situation régulière, effectivement, ils ont besoin d'informations, de savoir vers quel service se diriger pour bénéficier de certains droits, d'aide. Ils ont besoin aussi de connaître le système dans lequel ils arrivent. Et donc, ce qu'on envisage, c'est effectivement, dans mon service, qui est le service justice de proximité de la commune de Saint-Gilles, c'est une approche globale, c'est-à-dire et sans condition. Donc nous, on accueille tout public, migrants avec papier, sans papier, Saint-Gillois, non Saint-Gillois. Il n'y a aucune condition d'accès parce que justement, on veut que ce soit facile. De ce qu'on nous raconte du traitement qui est parfois fait, notamment en milieu hospitalier, on se rend compte parfois qu'effectivement il y a une médecine à 2 vitesses. Les personnes qui bénéficient du CPS, d'une carte médicale ou d'un réquisitoire hospitalier, sont parfois un petit peu maltraitées ou bien en tout cas plus rapidement traitées qu'une personne avec une mutuelle en ordre et des avantages spécifiques au niveau des prises en charge mutuelles. La famille, c'est en tout cas quelque chose sur lequel on peut toujours s'appuyer. Mais il faut évoluer avec l'évolution du concept de la famille. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense qu'effectivement, au niveau associatif, au niveau des institutions, au niveau des institutions publiques, mais privées aussi, là aussi, on doit évoluer. Évoluer avec l'évolution justement du concept de la famille, mais aussi avec tous les dispositifs qu'on met en place. Et donc, peut-être plus être enfermé dans les concepts et les critères qu'on avait justement jadis par rapport à une famille, le noyau familial, papa, maman, les enfants, mais faire avec justement ces nouvelles formes de famille. Et donc il faut faire évoluer les dispositifs. Il faut évidemment penser à bien informer ces familles. On a parlé ce matin de la question de l'information, de l'accès aux droits. Pour moi, c'est 2 choses vraiment hyper importantes parce que ces nouvelles formes de famille n'ont pas toujours conscience étant donné qu'elles se sentent peut-être parfois un peu marginales par rapport au concept de la famille comme jadis, elles ne sont peut-être pas bien informées de ce à quoi elles ont quand même droit. Presque un an s'est écoulé. Toutes ces questions en tête, nous avons voulu poursuivre le travail en organisant une nouvelle rencontre avec les travailleurs sociaux. Bonjour Khalid, bonjour Olivier, bienvenue, merci. L'idée, échanger avec eux autour de leur travail, au moyen d'un dispositif simple, celui de visionner avec eux les interviews opérées il y a 9 mois. Les questions allaient tourner autour de leur réalité de travail au jour le jour et des possibilités de réaliser leur mission sociale pour lutter efficacement contre la sous-protection sociale. Donc, vous avez revu votre interview après 9 mois. Est-ce que quelque chose vous fait réagir dans ce que vous avez exprimé? Eh bien, écoute, je suis encore assez d'accord avec ce que j'ai dit, j'ai abordé. Donc, voilà, c'est surtout ça la réaction. C'est encore 9 mois. 9 mois, c'est pas très long comme période. Donc, il n'y a pas encore eu énormément de gros changements, en tout cas pas qui m'ont marqué. Donc, ouais. Et donc, est-ce que ce colloque a apporté quelque chose dans votre travail de tous les jours? Oui, dans ce genre de moments de rassemblement, c'est à la fois encourageant parce qu'il y a beaucoup de soutien et puis ces constats sont faits par plusieurs. Et en même temps, c'est un peu déprimant parce qu'on se rend compte que finalement, voilà, au niveau justement de la protection sociale dont c'était l'objet, il y a encore du chemin à faire, quoi. C'est pas jojo. Et justement, comment est-ce que vous vous sentez dans votre travail? Est-ce que vous vous sentez plutôt débordé? Est-ce que vous sentez que vous avez assez de marge de manœuvre par rapport à votre action? Alors, par rapport au débordement, oui, on se sent débordé, mais je crois que ce n'est pas juste une sensation, c'est une réalité. Donc on est débordé. Mais voilà, en même temps, c'est très bien, parce que ça veut dire que voilà, on est en tout cas, voilà, je parle juste à la petite échelle de notre service, mais on a un service qui est relativement bien connu et bien sollicité par les familles, donc qui viennent... qui franchissent notre porte, la porte de notre service pour formuler des demandes et puis un travail qui se met en place, etc. Donc on est beaucoup sollicités. Donc maintenant, c'est évidemment dommage d'être aussi débordé parce qu'on a parfois l'impression, et ça c'est un constat qui est partagé avec mes collègues, c'est qu'on n'arrive plus à faire un travail vraiment jusqu'au bout des choses. On voudrait un travail de plus grande qualité, prendre plus le temps, inscrire le lien dans la durée. Et donc parfois on est un peu pris dans des dynamiques où, comme il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent, on est un peu
tendance à peut-être à vouloir arrêter trop vite pour justement pouvoir aider d'autres personnes. Donc, vouloir aider le plus grand nombre, mais du coup, ça veut dire aussi qu'on aide peut-être un peu moins bien qu'on ne pourrait ou qu'on ne devrait. Donc voilà, c'est toujours la question des moyens. Maintenant, je pense que nous, on a un service un peu particulier puisqu'on est à la fois subsidié par l'aide à la jeunesse et aussi par le CPS de Saint-Gilles. Et je pense que voilà, ces deux pouvoirs subsidiants mettent les moyens qu'ils peuvent, mais en fait, on aurait besoin d'encore plus. Voilà, pour aider encore plus de gens. Donc ça, justement, est-ce que vous vous sentez assez outillé pour aller notamment vers les publics que vous ciblez, entre guillemets En tant qu'acteur dans le milieu associatif, on doit continuellement se former parce que les choses évoluent, parce que les problématiques évoluent, parce qu'il y a des nouvelles problématiques, des nouvelles difficultés. Donc on doit constamment rester informé et rester un petit peu à la page à ce niveau-là. Et puis je pense aussi que nous, dans notre travail, une autre dimension, c'est les outils pédagogiques. Voilà, donc c'est parfois un jeu, c'est quelque chose de ludique, mais avec lequel on va pouvoir travailler. On parlait des médias tout à l'heure, voilà que les jeunes, au travers d'un jeu, on aborde la question des médias, de leur rapport aux médias, de quelle distance, comment ils gèrent ça, etc. Et donc là aussi, on doit constamment se former. Donc voilà, tout ça aussi prend du temps, a un coût, mais bon, voilà, c'est nécessaire aussi. Est-ce que quelque chose vous fait réagir dans votre interview ? Plusieurs choses. Donc, il y avait déjà la problématique des soins pour notamment les sans-abri, notamment sur le territoire bruxellois, avec les 19 communes et 19 façons de procéder, avec une médecine parfois à deux vitesses qu'on constate toujours. Donc, les changements ne seront pas pour demain. Mais effectivement, oui, c'est des choses qui font réagir. Après, le tableau n'est pas si noir que ça. Oui, par rapport à ça, donc à apporter ce colloque dans votre travail de tous les jours, est-ce que ça vous a inspiré de nouvelles réflexions pratiques 9 mois après ? Bon, après, en 9 mois, sur un CPS Saint-Gillois, avec la problématique qui touche quand même tout Bruxelles et pas que Saint-Gilles, c'est difficile d'agir en quelques temps, mais je pense que les consciences sont prises pour améliorer cela pour nos usagers. Et nous, en tout cas, au CPS de Saint-Gilles, on essaye d'offrir une meilleure qualité de soins aux usagers. Donc moi, dans mon travail d'accompagnement des assistants sociaux, c'est de leur dire d'effectivement proposer un large choix de soins médicaux et que si une personne a déjà un suivi dans une autre commune, c'est d'office de ne pas le briser. Mais bon, après, il faut tenir compte aussi de certaines spécificités entre CPS, c'est que chacun travaille avec ses médecins agréés, certains hôpitaux, et donc voilà, il y a des choix à faire, mais ça se ne résout pas en 9 mois, effectivement. Et par rapport justement au poids politique, est-ce que vous sentez que vous avez un poids par rapport aux décisions de ces 10 politiques, notamment concernant le secret professionnel, la levée du secret professionnel dont on parle beaucoup pour le moment, ou concernant le travail social tout court? Par rapport à ce qui est imposé, c'est plutôt imposé que de négocier entre le monde politique et le CPS. Donc je ne pense pas qu'on ait une grande marge de manœuvre. Après, au niveau du président et des autres présidents de CPS, c'est à leur niveau qu'ils ont des pouvoirs, mais on subit souvent par rapport à ce qu'on voudrait. Donc effectivement, par rapport au secret professionnel qui est mis en danger et qui était quand même un principe de base, on n'a pas d'office le choix que de s'y soumettre quand c'est décidé au niveau fédéral. C'était très intéressant d'avoir ce colloque sur le non-recours au droit, parce que c'est malheureusement pas un discours qu'on entend très fréquemment. On entend plutôt l'inverse. À longueur de journée, on nous parle des pauvres tricheurs, assistés dans le meilleur des cas, du migrant, parce que moi, on m'avait fait intervenir plus sur les personnes étrangères, profiteurs, du système et voilà, et on n'entend jamais en fait
la réalité que nous, on vit au quotidien, qui est en fait que toute une série de personnes, et certainement les plus fragiles d'entre elles, n'actionnent pas leurs droits. Et pourtant, elles en ont et elles ne les actionnent pas. Et pourtant, c'est celles qui en ont le plus besoin. Voilà. Et sinon, dans votre travail, comment est-ce que vous vous sentez débordé? Est-ce que vos marges de manœuvre vous semblent suffisantes? Alors, comment est-ce que je me sens dans mon travail? À la fois bien, parce que je pense que c'est important qu'il y ait au niveau local un service de soutien juridique et que les pouvoirs publics encore décident d'offrir aux citoyens un espace où ils peuvent pouvoir s'informer sur leurs droits, leurs obligations. Et donc je suis assez heureuse de travailler à ça. Au fond, c'est la base de toute démarche citoyenne. Et donc je suis très contente de travailler là où je travaille, mais c'est vrai qu'on est débordé, qu'il y a de plus en plus de demandes et que ça ne risque pas vraiment de diminuer, malheureusement. Voilà. Donc c'est un sentiment partagé. À la fois, je pense que ce que je fais est utile et en même temps, je me sens débordée. Et justement, par rapport à ça, vous vous sentez assez outillé pour aller vers les publics? Est-ce que vous avez le temps, justement, de... On prend le temps, en fait. Hein. Donc, nous, on fonctionne par permanence. Les gens viennent vers nous, la plupart du temps. Et on essaye, quand on accepte un dossier, voilà, de prendre le temps d'écouter vraiment la demande de la personne, de lui expliquer au mieux, enfin, dans un langage juridique clair, compréhensible, qu'elle puisse repartir vraiment avec une réelle information. Et la plupart du temps, il ne faut pas se leurrer, les gens ne vont pas repartir et se mettre à agir comme ça d'eux-mêmes. Et donc, on fait beaucoup de choses aussi avec eux. Et donc, ça demande beaucoup de temps. Ce suivi vraiment auquel on tient nous demande énormément de temps. Et donc, ça veut dire qu'on doit tous les jours limiter notre accès, en fait. Hein, dire aux gens, écoutez, on a trop de monde aujourd'hui, revenez demain. Ouais, j'entends bien. Et alors, est-ce que vous sentez que vous avez un poids par rapport aux décisions politiques, par exemple, par rapport à la levée du secret professionnel, puisqu'on en parle beaucoup pour le moment? On essaye de faire porter les constats que l'on tire au quotidien, on essaye de les faire remonter. Alors, est-ce qu'on a une influence sur les décisions? J'ai envie de dire non. Hein. Je veux dire, si on observe l'évolution récente des législations, on voit qu'on produit des normes qui sont toujours de moins bonne qualité, en tout cas qui limitent les droits de plus en plus. Donc je ne pense pas qu'on soit très entendu, non, quand on sonne la sonnette d'alarme. Malgré le fait que nous sommes bien conscients que vous faites de la communication, on se rend quand même bien compte que par rapport à certaines personnes, l'information ne passe pas. D'après vous, pourquoi? Avoir l'information, c'est une chose, mais oser aller solliciter le service, oser passer la porte, c'est aussi reconnaître les difficultés dans lesquelles on est, c'est pas toujours facile. Et donc ça, on doit se poser toujours la question. Et là, j'avoue que il n'y a pas une réponse à ça. Il y a plein de réponses parce qu'il y a des personnes, effectivement, c'est une question d'information et de compréhension, et ils n'ont pas l'information ou ils l'ont mal comprise. Et donc là, il faut continuellement... et c'est via les travailleurs sociaux, par exemple, du service social, qui eux-mêmes peuvent expliquer aux familles « Ah, mais vous savez, il existe le CEMO, vous pouvez aller les solliciter pour tel ou tel problème, allez-y. » Et puis ils vont donner l'adresse ou qui vont même accompagner jusqu'à nous. Ça arrive aussi. Hein. Les intervenants accompagnent les familles parce que, comme je disais, c'est pas juste donner une adresse qui fait que la famille va venir. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi le travail, je pense, à aller, nous, vers les gens. Donc il y a l'information, la communication, c'est bien, mais c'est aller, et ça c'est quelque chose qu'on essaye
mais ce n'est pas évident, la question de temps, de trouver le bon moyen de le faire, mais c'est aller vers les gens. Donc, par exemple, sur l'espace public, on a des actions, ça c'est pour aller vers les jeunes, les groupes jeunes, donc à différents endroits, la place Maurice Richard, la place, le Carré Moscou, en bas, près de Tour Jacques-Franck, etc. Donc il y a des lieux où on sait qu'il y a des rassemblements de jeunes, et on va, par le biais de médias, de petites activités, parfois un jeu, des choses comme ça, on va vers eux. Les familles, c'est plus compliqué. C'est via les écoles, on a déjà tenu des stands dans les écoles et des choses comme ça. Donc, mais voilà, en tout cas, on se pose régulièrement la question, mais pour répondre simplement, j'ai envie de dire, non, c'est jamais assez. On doit toujours essayer d'entretenir cette bonne information, cette bonne communication. Nous, on est vraiment vigilants à délivrer, en tout cas pour ce qui est de la partie juridique, une information vraiment compréhensible. Il faut que ce soit complet, il faut que les gens aient l'impression que quand ils soient venus nous voir, qu'ils aient vraiment le sentiment qu'ils aient eu une bonne information, qu'il ne faut pas aller voir 4 ou 5 autres services à poser la même question, qu'ils sont vraiment bien pris en charge. Donc pour nous, c'est important de donner vraiment une information complète, mais aussi une information compréhensible. Ça ne sert à rien de parler avec un langage juridique trop compliqué, donc il faut vraiment que les gens puissent s'approprier le droit, comprendre les règles pour qu'ils puissent après se défendre, soit seuls, soit on va les aider. Donc ça, nous, c'est sûr qu'on est hyper vigilants par rapport à ça. On prend beaucoup de temps pour que l'information passe. Alors la communication de l'information, elle est parfois délicate parce que donc, nous, on ne propose pas un catalogue lorsque la personne elle vient, on ne propose pas un catalogue de tout ce qu'on peut prendre en charge parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre en charge pour tout le monde. Il y a des personnes pour lesquelles ça s'impose, d'autres personnes pour lesquelles ça s'impose moins. Donc l'idée, c'est pas de donner un catalogue avec tous les types d'aides que le CPS peut proposer et la personne, elle coche. L'idée, c'est que l'assistant social, dans son accompagnement avec la personne, en fonction de son budget, de ce qu'elle constate, propose des aides avec la personne. Donc effectivement, nous, on ne donne pas une information complète sur toutes nos aides parce qu'on ne peut pas le proposer pour tout le monde. C'est ingérable financièrement, au niveau de la charge administrative et autres, c'est impossible. Donc effectivement, parfois, il y a de la surinformation et il y a de la sous-information. C'est que nous, on ne propose pas d'office toutes ces informations, mais les gens ont quand même pas mal d'informations, d'associations. Sur Saint-Gilles, il y en a quand même énormément, en disant, voilà, dans telle situation, on sollicite ça au CPS et nous, on prend en charge. Donc, voilà. Et alors, vous vous sentez assez outillé pour aller vers les publics et est-ce que vous avez suffisamment de temps Le temps est une denrée parfois assez rare, mais il faut prendre le temps. Donc, nos équipes doivent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Par rapport aux outils, on est outillé, oui. Parfois, on est même trop outillé que parfois les informations sont tellement denses et complètes que l'assistant social ne sait pas toujours donner les bonnes infos aux usagers. Donc, et comme les informations et les conditions changent tout le temps, aussi ça se chevauche et donc ça c'est parfois un peu difficile effectivement pour prendre le temps de prendre en connaissance toutes les législations. Ça parfois on a un petit manque de temps. Et alors on va un peu rêver, dans une vision idéale, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour répondre au mieux aux besoins des publics? Je pense qu'on a plein de pistes, en tout cas le colloque a soulevé plusieurs pistes. Et justement, dans les questions qui m'avaient été posées à l'époque, où on parlait beaucoup, enfin moi en tout cas j'abordais la question de la communication, de l'information, donc je pense que ça c'est en tout cas un biais qui me semble vraiment hyper important à investir. Alors justement, quelle forme les médias, enfin maintenant tout le monde a un smartphone, etc. Enfin, est-ce que c'est pas ces nouvelles formes de communication qu'il faut plus exploiter? Et alors après c'est renforcé, je pense, dans une visée la plus généraliste possible. Donc, c'est-à-dire qu'on a parfois, enfin, là je parle à notre niveau aussi, de notre petit service, on a parfois tendance à vouloir aller cibler tel ou tel public pour communiquer une information qui pourrait être intéressante finalement à un public beaucoup plus large. Mais c'est parce que c'est eux qu'on a identifié comme étant peut-être les personnes les plus vulnérables ou les plus en besoin de telle information. Et c'est vrai, c'est peut-être pas faux. Mais là où on se trompe, c'est qu'on devrait quand même prendre du recul et se dire mais non, mais toutes les autres personnes aussi. Déjà, ne fût-ce que si on prend la thématique logement, on peut prendre détruire sur Saint-Gilles les logements problématiques ou non conformes au code du logement et en refaire des bons logements accessibles aux gens avec un loyer modéré, ce serait déjà l'idéal. Ça me permettrait de réduire le nombre de sans-abri, ça permettrait de réduire des personnes qui ne savent pas manger à leur faim,
Ça permettrait des problèmes de suivi médicaux parce que comme il n'y a pas assez d'argent, on va pas chez le médecin et on ne fait pas toujours appel au CPS. Voilà, ça c'est dans le monde idéal. Déjà, si on commençait par le logement, on réduirait déjà beaucoup de choses. Mais bon, ça c'est idéal. Peut-être que dans une vision idéale, il faudrait que les droits, ça existe déjà dans certaines matières, mais soient plus automatiques. Donc qu'on ne soit pas obligé de les actionner et de courir à droite, à gauche, etc. pour actionner tout ça. Je pense que ça soulagerait vraiment les personnes et surtout celles qui ont le moins de capacité à agir. Et bon, je vais plaider aussi pour plus de services comme le mien, parce que je crois à ce qu'on fait, et donc je pense qu'il faudrait des services d'aide juridique gratuits dans chaque commune, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et dans un monde idéal, il faudrait peut-être arrêter de détricoter les lois comme on le fait pour le moment, parce que évidemment les gens se retrouvent de plus en plus en difficulté et donc doivent faire des recours, se battre, etc. On leur inflige parfois des sanctions qui sont totalement disproportionnées, comme on voit la fraude partout. Voilà. Et donc il faut se battre à chaque fois contre tout ça. Et donc ça épuise tout le monde en fait. Voilà. Donc dans un monde idéal, des lois plus justes, plus respectueuses des droits des personnes, peut-être plus de services d'aide gratuits, accessibles, généralistes dans toutes les communes. Et alors peut-être des droits plus automatiques. Voilà. Donc, eh bien voilà, après... oui. Oui. Ça tourne, Pierrot. Donc, eh bien voilà, après 9 mois de réflexion sur le travail social, la sous-protection sociale, bien nous avons envie de clôturer un petit peu tout ça en venant avec des propositions de solutions auxquelles nous avons réfléchi donc, avec tous les groupes. Donc, pour ma part, ce serait déjà dans l'humain, l'assistance sociale qui mette la personne à l'aise. Je pense qu'on a beaucoup plus de quelqu'un qu'on met à l'aise que de quelqu'un qu'on met mal à l'aise et qu'on presse et qui va d'office se fermer comme une coquille. Et alors, malheureusement, de nos jours, les problèmes de société sont devenus tellement nombreux, tellement divers, qu'au niveau de la formation des assistants sociaux, pour les avoir fréquentés aussi, je pense que ce serait vraiment bien pour les bénéficiaires, mais aussi pour valoriser le travailleur social, qu'il puisse y avoir, comme ça existe déjà pour les éducateurs, donc une spécialisation dans, par exemple, le logement, l'emploi ou l'immigration, voilà, ou la santé. Voilà mes petits bouts de propositions. Voilà. Ma proposition pour lutter contre la sous-protection sociale serait de pouvoir informer les adolescents en devenir d'être majeurs sur leurs droits sociaux et sur les possibilités qui leur sont offertes par les CPS au niveau social, au niveau formation et au niveau médical. Voilà. Dès la 5e ou 6e secondaire. Oui, mon intervention se veut citoyenne, pluraliste, non jugeante, parce que je sais que vous faites un travail remarquable. Ce qui serait peut-être important, c'est de travailler en synergie avec tous les acteurs, donc acteurs sociaux et les usagers. Les impliquer également et peut-être pour vous aider après que les usagers ont reçu les notifications du conseil, s'il y a des recours à effectuer, peut-être créer une cellule de recours, d'accompagnement et éventuellement ce qu'on peut aussi proposer pour informer un peu mieux aux droits des citoyens, c'est de mettre sur pied des spots publicitaires via Wallonie-Bruxelles par exemple. Après réflexion et constat,
je pense que pour améliorer le service aux personnes qui ont besoin de soins et qui sont dans des situations précaires, je pense qu'il faudrait automatiser les réquisitoires médicaux pour que ça facilite le travail des médecins, des assistants sociaux, et de là, ça discriminera moins les personnes, les usagers du CPS. Bon, ben voilà, d'après mon expérience, je trouve que ce serait bien que les assistantes sociales accompagnent les personnes du CPAS pour aller dans les hôpitaux, et, parce que ça casse le cliché des personnes du CPAS par d'autres personnes qui ne le sont pas, et ça permet aussi d'avoir les mêmes droits d'être soignés, et voilà quoi. Et je l'ai vécu et ça s'est très bien passé. Moi, ma proposition, il faut plus de travailleurs, plus d'assistants sociaux travailleurs, plus de temps, plus d'accompagnement, plus de moyens. Et comme ça, à la fin, ça donne meilleur les résultats. Hein. C'est bon? C'est fraîche là. Hein? Attends.